Enfance, adolescence, âge adulte, qu'on soit en accord avec nos parents ou qu'on porte des opinions contradictoires, leur culture nous marque à vie. Alors, on peut s'entendre répéter les mots entendus à la maison ou bien se forger rapidement une opinion contraire. Mais ce que l'on entend de nos parents n'est jamais anodin. La culture du père d'Eugénie, c'est l'extrême droite. Et il envoie ses enfants en camp scout avec Roger Olindre, cofondateur du Front National. Eugénie y aime le côté sportif, jamais l'idéologie. Mais comment grandir sereinement quand on est immergé dans la haine ? Vous écoutez Transfert, épisode 276, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Je suis née dans une famille de 2 enfants. On vient d'une famille relativement aisée, on manquait pas de moyens. Voilà, une petite famille un peu parfaite en apparence. J'ai un petit frère qui porte un nom peu commun puisque c'est le nom d'un homme politique de droite, voire d'extrême droite, assez célèbre. Nous appartenons à l'église traditionnaliste, église qui a été rejetée par le Vatican lui-même. À ce titre-là, on fréquente l'église où la messe est célébrée en latin, on se couvre la tête, les vêtements doivent couvrir les parties du corps les plus importantes. C'est une église qui prône la non-contraception, tout ce genre de valeurs. Mon père impose son style à la maison, c'est lui qui choisit nos activités et nos amis. Je fais ma première communion et ma confirmation très jeune. Lorsque nous fréquentons l'église traditionnaliste, je rencontre beaucoup d'enfants issus de familles très très nombreuses, où les enfants sont déscolarisés ou fréquentent des écoles hors contrôle d'État. Je me rends pas du tout compte qu'il y a un décalage avec ces enfants. Je trouve ça plutôt sympa et je me dis que même je pourrais peut-être être scolarisée avec eux dans une école qui a l'air un peu moins formelle. Moi, de mon côté, mes parents me laissent m'habiller comme je le souhaite et je ne vous vois pas mes parents, je ne les appelle pas père ou mère. Dans les années 80-90, mon père se rapproche de ce mouvement politique. Il fait même partie de la sécurité rapprochée des hommes politiques de ce parti. Donc, je fréquente avec mon frère assidûment les camps organisés par le mouvement. Ces camps sont type camp scout, beaucoup plus strict, avec le culte de la patrie, des chants nationalistes, une sévérité, une autorité très importante. Pas mal de violence malgré tout, des coups de pied aux fesses à coups de rangers, des douches glacées tout habillées, des humiliations publiques, des réveils nocturnes pour courir, ramper dans la boue, faire des pompes. Pour mon frère, c'est très dur ces camps. Il est plus petit que moi et il a beaucoup de mal. Moi, c'est plus facile pour moi. J'arrive à me trouver des amis et j'arrive à finalement prendre ça comme une expérience. Je suis bonne élève et je me distingue même en étant la major de promotion de ce camp-là. On était là, ce qui fait la fierté de mon père. Nous avons des cours d'histoire qui sont de type révisionniste. Je m'aperçois rapidement que l'histoire que j'apprends dans les camps ne colle pas avec l'histoire que j'apprends à l'école. Nous apprenons également beaucoup de chants et mon père m'en apprend également en parallèle. Ces chants-là sont des types antisémites, anti-marxistes ou clairement racistes. À l'école, j'ai des amis de toute confession, ça colle pas. J'apprends des chants où on m'inculque la mort du juif, ça ne correspond pas. Je fréquente à l'école des camarades qui sont juifs, musulmans. Je m'entends très bien avec eux et je me rends compte que ces chants ne collent pas avec ce que je ressens déjà au plus profond de moi-même. Mais je me révolte pas contre mon père. Je suis petite et encore une fois, je cherche son approbation et j'y vais, quoi. Je fais la part des choses, c'est des choses que je ne dis pas à l'école, mais lorsque je suis dans ces camps, je les chante. J'essaye de coller à l'image que mon père attend de moi. Donc, je m'habille très souvent en treillis kaki, en marinière. Je fréquente les surplus militaires avec mon père où il m'achète les rangers et tous les vêtements de l'armée qui lui plaisent énormément. Mon père s'assure que je n'aime ni les Arabes, ni les Juifs, ni les Noirs, ni quelconque étranger. À ce sujet-là, il me fait signer un contrat lorsque j'ai 8 ou 9 ans dans lequel je m'engage à jamais épouser un Noir, un Juif ou un Arabe. Contrat que je signe, qui range précieusement dans l'armoire du salon.
À l'école, je commence à avoir des cours, effectivement, je découvre ce que c'est que la Seconde Guerre mondiale. Mon père me reprend, ces cours-là en m'expliquant qu'il n'est pas négationniste, mais il est révisionniste. Dans le même temps, il aménage le bureau de la maison avec, des drapeaux nazis, des tonnes d'inscriptions, antisémites sur les murs. Il collectionne, tous les autocollants, fascistes, qui prônent Hitler, qui prônent, le maréchal Pétain. Il est abonné à toutes sortes de magazines, néo-nazis, il écoute des chants néo-nazis et il nous les fait, écouter. Mon père m'explique, que les professeurs, sont des gauchistes et que, Hitler, est avant tout quelqu'un qui a donné, du pain au peuple, qui a créé des routes et créé de l'emploi et que, je ne dois pas, voir tout en noir, sur cette époque de l'histoire. Quand mon père est là, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui parle. Nous n'avons pas le droit de parler à table avec mon frère. La moindre petite incartade ou le moindre propos qui ne va pas dans son sens, s'il sent qu'il perd l'emprise sur nous, il devient violent. Ma mère le contient sur ce qui est violence physique. Quand ça va trop loin, elle s'interpose. Après, au niveau psychologique, ma mère elle-même est sous emprise de mon père, qui est le grand cerveau de la maison. Nous sommes dans le camp, c'est l'été. Des journalistes arrivent aux portes du camp et on nous annonce la fermeture sous avis du gouvernement. Fermeture du camp, nous rentrons chez nous. Je suis soulagée. Je suis soulagée parce que j'en peux plus, en fait. Je suis fatiguée de ces camps. Je me donne à fond pour faire plaisir à mon père, mais c'est des camps qui sont d'une violence physique énorme. Je suis crevée et je suis contente que ça s'arrête. Suite à la fermeture de ces camps, mon père nous envoie dans d'autres camps affiliés au même mouvement politique, mais qui se révèlent un peu plus soft. En tous les cas, on n'a pas le droit à des cours d'histoire et on est plus sur l'aspect nature-patrie. Je suis toujours dans la recherche de sa fierté, donc je me donne à fond. Donc je passe ma jeunesse aux côtés de l'extrême droite jusqu'à l'arrivée dans l'adolescence. Dès l'adolescence, je m'aperçois qu'il y a un décalage, je le sais, sauf que je peux pas le dire. Si je le dis, je vais me faire rouer de coups par mon père. Mon père, à la maison, il est tout sourire en public, mais à la maison, c'est quelqu'un qui est très violent, qui nous tape, qui nous donne des coups de poing, qui nous enferme dans des placards, qui nous douche tout habillés. C'est quelqu'un d'humiliant, d'insultant, et c'est quelqu'un de très costaud en plus, et qui présente très bien. Donc en fait, c'est quelque chose qui est impossible pour mon frère et moi de critiquer ça. On peut le critiquer intérieurement. Plus je vais grandir, plus je vais arriver à le critiquer à l'extérieur avec mes amis. Mais dans la réalité des faits, au quotidien, j'accepte. L'adolescence est une période compliquée. Je commence à sortir, à rencontrer d'autres amis, à lire, à ne plus être en adéquation avec les idées de mon père. La relation devient très compliquée. Il me traite au quotidien de pute, que je finirais sous les ponts. Il est très parano. C'est le patriarche, c'est lui qui décide pour tout le monde. Il impose son modèle de virilité absolue. Donc mon frère est sans cesse petit pédé parce qu'il est trop faible et trop sensible aux yeux de mon père. Mon père découvre ensuite le milieu de la moto et il se prend de nouvelles passions pour la moto. Donc là, il change complètement d'idées politiques, d'idées de vie. Donc là, il prône la liberté sexuelle, le rejet du conformisme, l'athéisme. Et à ce moment-là, mon frère et moi, on est complètement perdus. Tout ce qui était déjà compliqué à adhérer vient d'être jeté aux oubliettes. Et on ne sait plus sur quel pied danser. Il commence aussi à avoir des propos de plus en plus étranges. Il nous dit qu'il est surveillé par les renseignements généraux, qu'il aurait fait de la prison. Et là, on commence à vraiment prendre du recul sur lui. C'est le point de rupture pour moi. J'avais réussi à admettre et à accepter mon père tel qu'il était, malgré tout son extrémisme. Mais là, ce changement d'idée radical, brutal, où on passe vraiment clairement d'une idéologie à complètement son opposé, me perd. Et c'est à ce moment-là que je mets de la distance avec mon père, déjà dans la relation. Comme toutes ses passions, mon père y va à fond. Il achète des énormes Harley, se fait tatouer partout, nous emmène à des rassemblements, à des concentrations de motos, à des concerts. Et ça devient sa vie.
Mon père, à ce moment-là, rejette complètement tout ce qui se rapproche de l'Église. Il se met à croire à la force des oiseaux, des arbres, des plantes. Et c'est plus du tout l'éducation qu'il nous a donnée auparavant. Il prône la liberté sexuelle, il prône le libertinage, il propose à ma mère de partir dans des clubs échangistes. Il me propose même à moi de venir voir pour ne pas juger finalement ces gens qui s'aiment. Et là, en fait, il va rompre de manière définitive toute la distance qui est censée avoir entre un père et une fille. Et c'est une situation qui va vraiment, vraiment me gêner, que je vais refuser, évidemment. Plus rien ne m'étonne. Mon père est quelqu'un qui fait que des choses à 100%, qui va prendre des idées toujours très extrêmes pour se démarquer des autres, pour se faire remarquer, pour ne pas être banal. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, revendique de ne pas faire son marché, faire ses courses ou couper ses légumes, sortir ses poubelles. Il est au-dessus de tout ça. Il a des passions et des centres d'intérêt beaucoup plus passionnants. Je développe mon sens critique et ça devient de plus en plus difficile d'être avec mon père. Le nouveau trip dans lequel il est beaucoup plus cool que le précédent et beaucoup plus acceptable. Néanmoins, il est tout aussi délirant par les propos et l'énergie qu'il y met. C'est très compliqué. Il est toujours, de toute façon, aussi autoritaire à la maison, même si l'aspect public est plus cool et plus sympa. Il suffit que je rentre à la maison à 18h05 au lieu de 18h. Ça prend une ampleur pas possible. Il est toujours très exigeant et toujours aussi humiliant avec mon frère et moi. Sauf qu'ayant grandi, je commence à rendre les coups et du coup, on commence à se battre en fait. À 14 ans, je commence à me paralyser, les mains, les jambes, la langue. Je fais des crises et à des moments, en fait, je tombe et mes mains se bloquent, mes pieds se bloquent, ma langue se bloque. Et je mets plusieurs minutes avant de me remettre. Et je vais être hospitalisée assez longtemps avec plusieurs diagnostics assez graves qui vont être évoqués. On me dit que j'ai une sclérose en plaques, ça remet tout en question dans ma famille, que je vais peut-être être handicapée. Pour finalement s'apercevoir qu'en fait, j'ai absolument pas la sclérose en plaques et que je fais de la spasmophilie. Donc en fait, mon corps verbalise ce que ma tête n'arrive pas à dire. On m'envoie tout naturellement chez des psychologues et des psychiatres. Et mon père, en fait, va refuser de discuter et de voir ces psychologues ou ces psychiatres qui commencent à pointer que j'ai des difficultés en fait, au sein de ma famille. Mon frère aussi, il a des problèmes, hein. Mon frère, il a des gros tocs et des gros tics. Donc lui aussi, il va mal. En fait, les deux vont mal. Et les médecins vont vite s'apercevoir qu'il y a un souci à la maison, même les infirmières scolaires d'ailleurs. Mais c'est paradoxal parce qu'on se rend compte que notre père va pas bien et en même temps, on fait tout pour le couvrir et tout pour le protéger parce qu'on veut pas que ça s'effondre. Ça reste notre père et on verbalise pas franchement les choses. Quand mon père refuse d'aller voir le psychologue, on dit pas pour autant au psychologue ce qui se passe à la maison. Pour se substituer au psychiatre, mon père m'envoie à ce moment-là chez des marabouts, chez des magnétiseurs et toutes sortes de médecines parallèles qu'il trouve et qui lui semblent plus fiables que la psychiatrie. Au lycée, je pars en internat à ma demande, ce qui m'arrange bien puisque ça permet de mettre une distance. Les rapports restent compliqués. Je rentre le week-end, il m'arrive de fuguer chez des amis parce que c'est trop difficile de s'entendre avec lui. Il y a toujours autant de violences verbales et physiques. Je suis très aidée par mes amis qui savent la situation. J'ai un groupe d'amis fidèles depuis toujours et qui sait ce qui se passe à la maison, qui me protège et dont les parents soit connaissent la situation par mes amis, soit connaissent la situation parce que connaissent mon père et qui, malgré tous ces efforts pour se donner une bonne contenance, est quand même assez connu pour ses prises de position assez extrêmes dans la vie locale. Il se fait souvent remarquer, il y a un petit parc à côté de chez nous, dès qu'il y a des jeunes qui font un petit peu de bruit le soir, il sort, il a toujours eu des armes, il tire en l'air. Dès qu'il y a une manifestation dans la ville, et s'il voit 3 jeunes maghrébins qui passent, qui parlent un peu fort, il sort le nerf de bœuf. Régulièrement, il se met en scène sur de la violence. Donc les gens ne sont pas dupes, mais les gens ne disent rien, mais les gens s'en rendent compte quand même. Très régulièrement, on lui fait une queue de poisson en voiture, il sort, le nerf de bœuf, il se bat. Ou c'était la vogue dans la ville et il surprend des jeunes qui essayent de piquer des cerises chez une grand-mère. Et il s'énerve en leur disant que c'est une propriété privée et qu'ils ne doivent pas voler des cerises. Et en fait, ça dégénère. Et ces jeunes, en fait, sont pas tout seuls et ils ont plein d'autres copains qui arrivent. Et mon père se fait encercler par une vingtaine de personnes qui le ruent de coups, qui lui cassent les côtes.
Et moi, je suis avec ma voisine et mon frère et on pleure, on hurle. J'ai hyper peur pour mon père. Je le vois dessous et je vois qu'il est en train de se faire massacrer, en fait. Les disputes continuent avec mon papa. Pour un rien, ça dégénère. Un jour, je rentre de l'internat et il trouve dans ma trousse une petite cuillère. Et là, ça dégénère. Il est persuadé que je me pique à l'héroïne. Donc ça explose. Alors qu'en fait, je mange simplement du Nutella dans ma chambre d'internat et il n'arrive pas à y croire. Les choses les plus graves que je fais, c'est de fumer des clopes en cachette. Il imagine, que je suis une pute, c'est comme ça qu'il m'appelle régulièrement parce qu'il trouve des petits mots dans mes agendas, de copains, copines, des petits mots, d'adolescents, de flirt, rien de méchant et il s'imagine, tout de suite, que, je vais finir prostituée sous les ponts, que j'ai une vie de débauche, alors qu'on est bien loin de tout ça et je suis simplement, dans des petits flirts, d'ados. Ce qui est difficile, j'ai l'impression, pour mon père, c'est de sentir qu'il perd le contrôle sur moi et sur mon frère. C'est de sentir qu'on grandit et qu'il peut plus nous maîtriser. Et ça, c'est la pire chose, je pense, pour lui. Et je crois que c'est encore pire pour mon frère, qui finalement devrait, aux yeux de mon père, faire preuve de virilité absolue. Et du coup, il est encore plus exigeant avec lui et surtout encore plus violent avec mon frère. Donc, mon frère se fait encore plus frapper, battre ou enfermer que moi. L'ado que je suis, est en colère contre ma mère, en fait, qui réagit pas assez et je crois que c'est plus facile pour moi d'être en colère contre ma mère que contre mon père parce que je sais qu'elle va pas dériver, comme le ferait mon papa. J'arrive à grandir et à avoir une vie, normale, mais simplement, en fait, elle est cachée. Je peux pas dire les choses à mon père puisque tout est, tout de suite, mal perçu ou très mal interprété. Donc voilà, j'ai mes amis, j'ai mon petit copain, je sors, je fais tout ça, mais je fais tout ça en douce. J'ai un petit copain avec qui, que je rencontre quand je suis adolescente et avec qui je vais passer, toute mon adolescence, je vais la faire, avec lui et on va bien se marrer, il va bien m'aider à avoir une vie sympa, loin de mon père. Les parents de mes amis, me couvrent, donc ils vont dire à mes parents, par exemple, qu'on a joué à des jeux de société ou qu'on a regardé un bon film alors qu'en fait on est sortis, on est allé voir un concert, ou on est allé en boîte et ça me permet d'avoir une vie, comme les autres adolescents. Jusqu'à mes 18 ans, de toute façon, tout m'est interdit, j'ai même pas le droit d'aller à une boum et je finis par me faire exclure de l'internat parce que du coup, je fais des petits mots le mercredi soir, en disant que mes parents m'autorisent à ne pas dormir à l'internat, ce qui me permet de sortir du coup, dans la ville, où se trouve l'internat. On va boire des verres dans des bars, j'essaye juste de profiter de mon adolescence, comme je peux et dans les petites fenêtres de tir, qui me sont accordées. Vu que je sais que je n'aurai pas la permission, je trouve des techniques pour le faire, sans permission. Après l'internat, je pars dans une autre ville pour commencer mes études. Je travaille à côté, je suis caissière dans des magasins, je distribue des flyers, je travaille sur les marchés. J'essaye de trouver toutes les petites opportunités à droite, à gauche pour être indépendante, rien avoir à lui demander et finalement ça se passe, plutôt bien puisque j'arrive à avoir, ma petite vie, mon indépendance et en fait, c'est tout ce à quoi j'aspirais. Mes parents se séparent. C'est un divorce qui se passe assez mal. Moi, je le vis plutôt bien parce que je suis soulagée, en fait, de savoir que, je vais pouvoir avoir des rapports avec ma mère, sympas et que, elle va pas finir avec lui, en fait. C'est lui qui part, en fait, on se rend compte qu'il a toujours trompé ma mère. Lui qui prônait, la famille, la religion et cetera. En fait, on n'était pas du tout dedans. Et surtout à cette époque, c'est là où il veut vraiment, imposer le libertinage et l'échangisme dans leur couple et pour ma mère, c'est un point de non-retour. C'est là où va se faire vraiment la rupture et où elle va se rendre compte qu'ils sont plus alignés et qu'elle va pas pouvoir, poursuivre, avec lui. Il part, le divorce se passe assez mal, mon père menace de mort ma mère à plusieurs reprises. On le prend assez au sérieux comme il a toujours, eu des armes et pratiqué le tir et qu'il est quand même assez impulsif et violent, on le craint. Donc, ma mère va à la police. Moi, je vais aussi à la police pour poser une main courante. Mais finalement, les policiers vont nous décourager de porter plainte en nous disant qu'une main courante suffit, ce qui fait qu'il n'y aura pas vraiment de suite à ça. Un jour, je retrouve toutes ses cartes d'identité, ses papiers, tout dans la poubelle de la maison, comme s'il avait voulu disparaître et je m'imagine en fait qu'il a fait une énormité, qu'il se rend compte que
qui se rend compte de la vie qu'il a amenée et que peut-être qu'il s'est suicidé. Enfin, je commence à me faire un film. En fait, je l'appelle et je sais qu'il vit dans un endroit. Donc, je m'y rends et je tambourine à la sonnette. Il est 21h. Je tape, je sonne. J'ameute, en fait, tous les voisins de l'immeuble. Il répond pas. Et j'explique voilà, que je suis très inquiète, que j'ai trouvé dans la poubelle de l'ancien domicile de mon père tous ses papiers et que je suis très en souci. Et finalement, on décide, après beaucoup d'appels, d'appeler les pompiers qui arrivent et qui, avant de déployer la grande échelle et de casser la fenêtre, en fait, pour se rendre chez lui, vont tout simplement sonner à la porte, ce qu'on a fait pendant des longues heures avant. Et en fait, mon père se présente, l'air de rien, comme d'habitude. Il présente bien. Il dit bonjour messieurs, que faites-vous là? Votre fille a ameuté tout le monde. Et là, ça me rend dingue, je passe pour une folle, en fait. Ça fait 1 heure qu'on tambourine à sa porte, qu'on hurle et qu'il répond pas. Et là, il se pointe comme si de rien n'était, puis il s'excuse pour moi auprès des pompiers. Et point barre, ça c'est mon père. C'est toujours l'art de se mettre en scène, de nous faire peur, en fait, alors qu'il se passe rien. Il est content. J'ai très peur que mon père donne la mort parce qu'il a déjà fait des allusions au fait qu'il pourrait se suicider. Et surtout, comme c'est quelqu'un qui vit à travers le regard des autres et qui cherche à être admiré et à être au-dessus des autres, il a cessé de briller dans nos yeux depuis un petit moment. Il a plus d'emprise sur nous. On n'est plus dupe de ces personnages et des réalités qui s'inventent. Et du coup, je me dis que ça peut être un motif de suicide. Le temps passe, je le vois de temps en temps, très peu. Nos rapports sont tendus, mais on arrive à se voir quelques fois dans l'année. J'ai 25 ans et là, il m'annonce qu'il se remarie. Il épouse une femme qu'on a déjà vue quelques fois, qui est plutôt sympa, qui nous permet d'ailleurs de voir un petit peu mon père et que ça se passe pas trop mal. Elle a l'air, en tous les cas, de le tempérer. Donc, on se présente à ce mariage, quoi. C'est un peu lunaire, ce mariage. La moitié des invités ne savent pas, en fait, qui on est. Et du coup, on se présente en expliquant qu'on est les enfants du marié, tout simplement. C'est surréaliste. Forcément, quand on passe du coq à l'âne dans sa vie, quand on s'invente des mondes, qu'on les construit, qu'on les déconstruit, il faut aussi avoir l'entourage qui va avec. Et on ne peut pas avoir été catho intégriste et puis passer à biker tatoué sans changer d'amis. Au moment du vin d'honneur, il fait un discours dans lequel il explique que c'est un enfant des rues qui s'est construit tout seul, alors que mon père vient d'une famille plutôt aisée, où il a été aidé. Au moment du divorce, mes grands-parents lui ont repayé un appartement. Donc là, je suis abasourdie par ce que j'entends. Il est hyper bourré. Il va dire pendant son discours de mariage qu'il a fait de la prison, fait qu'il n'a jamais été vérifié par personne, que son meilleur ami, c'est Jack Daniels. C'est un mariage un peu stratosphérique où on se demande ce qu'on fait là, en fait. Il est vraiment pathétique toute la soirée, il fait de la peine. En fait, je m'aperçois qu'il se réinvente à nouveau une nouvelle vie devant des gens qui, a priori, le connaissent pas tellement. Et je suis surtout très peinée parce que ses parents sont présents et constatent, en fait, le délabrement de leur fils, quoi. Mon frère, il est très mal pendant cette soirée. Il fait une crise d'angoisse, il a du mal à respirer, il pleure. C'est très compliqué pour mon frère de maîtriser ses émotions face à mon père. Je suis hyper mal, mais je le montre moins. Le lendemain, c'est l'apothéose du mariage parce que là, il est à jeun quand même, parce qu'on aurait pu se dire que la veille, c'était l'alcool. Mais là, il est à jeun et il y a un repas qui est organisé en fait le midi. Et là, il se met à rouler des pelles à sa témoin de mariage devant famille, amis, mes grands-parents. Et là, je me dis, rien ne l'arrête, quoi. Je me dis que j'ai fait l'effort de venir, d'assister à son mariage, que je lui souhaite beaucoup de bonheur, mais il fait sa vie, je fais la mienne et je prends vraiment mes distances. Je me sépare de mon premier amour. On a fait toute une partie de notre jeunesse ensemble. Et du coup, moi, j'ai besoin de faire ma vie à côté. Je termine mes études. Du coup, je suis devenue infirmière. Je commence à travailler d'abord en psychiatrie, puis après en milieu carcéral. Je pense que j'ai choisi ce métier-là parce que j'avais clairement besoin de comprendre les autres, de comprendre l'être humain, le psychisme, et peut-être me confronter aussi à une certaine part de violence et à essayer de la comprendre.
Je bosse en prison et un matin, je vois arriver un jeune infirmier que je trouve particulièrement mignon. Mais c'est un peu un coup de cœur immédiatement. Puis c'est un coup de cœur humain, professionnel, physique. Voilà, on s'entend hyper bien. Je trouve que c'est quelqu'un d'hyper humain, hyper doux. C'est quelqu'un de très empathique, de très calme. Et moi, je suis très séduite par ça, puisque j'ai toujours recherché quelqu'un finalement qui soit un petit peu à l'opposé de ce père. Tellement passionné et tellement extrême que c'en était, je pouvais plus. Et je rencontre, ce garçon du coup et on commence à flirter ensemble et à se mettre ensemble. Et c'est une belle histoire qui démarre, je lui cache pas mon histoire. Rapidement, lui, il m'explique qu'il a une histoire, aussi, familiale qui a été marquée par, plusieurs personnes de sa famille qui ont été fusillées par les nazis. Donc il m'explique que sa famille, est de gauche et voilà et participe à pas mal de choses, pour la mémoire des résistants. Donc moi, je lui cache pas mon histoire, je me dis que, peut-être qu'il va partir en courant, mais il faut que je sois franche parce que c'est quand même trop gros. S'il le découvre, ça va être horrible. Donc je lui explique. Quand je lui présente mon père, j'ai très peur. En fait, j'ai peur de 2 choses. J'ai peur, à la fois qu'il parte en courant parce qu'ils se disent que c'est une famille de fous et qu'il s'en aille. Mais j'ai aussi peur, en fait, que mon père, se montre, très sympathique, très affable, très drôle. C'est quelqu'un qui parle bien, qui sait recevoir, qui est très accueillant, qui est même très convivial et je me dis que, peut-être qu'il va le charmer et que finalement, ça va pas marcher. Ce jour-là, il est très, très délirant. Il est surveillé, il est menacé de mort par, certaines, personnalités publiques, donc mon conjoint comprend, l'ambiance dans laquelle je vis. Mon conjoint me confirme que mon père est malade et que malheureusement, j'aurais beau essayer de faire des efforts pour, sauver notre relation, c'est compliqué avec quelqu'un, d'aussi malade en face qui invente des choses, qui est parano, c'est compliqué de créer une réalité palpable. À ce moment-là, j'ai le médecin de famille aussi, qui m'explique que mon père est malade, qu'il a essayé, à son niveau, de le faire soigner, de le faire aider, mais que mon père est dans le rejet de ça. En fait, mon père va jamais être diagnostiqué, donc il va jamais vraiment se faire soigner. Au bout de 2 ans en prison, on a fait le tour de la question, c'était une super expérience et on décide avec mon conjoint de partir à l'étranger, de partir, au Cambodge pour, faire de l'humanitaire et là, on part pour, travailler dans un dispensaire, dans un orphelinat et pour donner également, des cours, à la faculté. Mon père, me dit que je suis la reine des connes et que, ce projet est nul et que je quitte un boulot, que je me rends pas compte, de ce que je fais, que je suis une irresponsable. Mais bon, je l'écoute pas et je pars et je suis hyper contente. Donc ça, c'est une super année, où on découvre plein de gens, où moi je découvre la vraie liberté, où je découvre aussi, une autre culture, d'autres gens. Et finalement, au fur et à mesure du séjour, mon père me recontacte et est de plus en plus proche de moi via les réseaux, via Skype et cetera. C'est le moment où nos relations, sont les plus apaisées de notre vie. Finalement, on se voit pas, on s'écrit, je lui raconte, mon quotidien et cette relation me fait du bien. Elle est enfin, sans conflit. À la fin de ce voyage, on va ramener un enfant, en France pour quelques mois pour qu'il puisse subir une intervention et en fait, c'est l'occasion aussi pour mon père de se galvaniser et de se mettre en avant et du coup, il va adhérer à ce projet et se l'approprier, en fait, s'en vanter. Mon père raconte, qu'il va adopter ce petit enfant, cambodgien, après son hospitalisation, chose qui est impossible parce qu'à ce moment-là, l'adoption pour les Cambodgiens, elle est interdite en France. Donc, encore une fois, c'est, raconter une histoire pour se mettre en avant. Un petit qui pouvait espérer quelque chose qui serait jamais venu, en fait. Nous expliquons au petit que, malheureusement, il sera pas adopté et qu'il va rester avec nous en France quelque temps, le temps d'être soigné et qu'après il repartira, au Cambodge. À mon retour du Cambodge, je revois pas mon père. Il est dans un énième, délire. Cette fois-ci, il est ami avec, selon lui, tous les dealers de la côte, californienne. Donc là, je prends vraiment mes distances. C'est le moment où, avec mon conjoint, on commence à vouloir, faire un enfant et je me dis que j'ai vraiment pas besoin de quelqu'un comme lui, dans la vie que je suis en train de me créer. Donc je tombe enceinte, rapidement, je me dis que je vais pas le cacher à mon père, que je lui annoncerai la naissance, de sa petite fille. J'ai toujours pas revu, mon père à ce moment-là depuis, son mariage. On n'est pas du tout chaud pour lui laisser, avoir énormément de contact avec, notre fille. Donc, ce qu'on se dit, c'est que, peut-être on peut prendre le temps de reconstruire une relation, qu'il puisse peut-être la voir de temps en temps pour qu'elle puisse voir son grand-père et lui sa petite fille, mais en présence, de notre famille, de ses parents, de son frère ou de nous-mêmes en tout cas. Qu'il soit pas tout seul avec elle.
Moi, j'ai très peur à ce moment-là que mon père rejoue les mêmes choses avec ma fille, c'est-à-dire lui donne pour mieux lui reprendre derrière, lui invente des histoires qui déconstruisent derrière, et j'ai pas envie de ça pour mon enfant, quoi. Et mon mari a d'autant moins envie de ça qu'il a une histoire familiale où c'est juste impossible, en fait, ce genre de personnage. Le jour de mon accouchement, je sors de la salle d'accouchement, 3-4 heures se passent et je suis en chambre, je suis fatiguée, j'ai mon petit bébé, sur moi qui vient de naître. J'ai ma cousine qui est venue me voir, voilà, qui m'a offert un cadeau, c'est un moment sympa. Je suis à la fois fatiguée, en même temps je suis, hyper émue de la naissance de ma pépette, et la porte s'ouvre et c'est mon père, quoi, qui rentre. Donc là, je l'ai pas revu depuis, des années, et en fait, je pense que la fatigue, les hormones, la peur aussi. J'arrive plus à sortir un mot, en fait. Je fais que pleurer, que pleurer, que pleurer. J'arrive pas à lui dire bonjour, merci. Il arrive, il y a des cadeaux pour ma fille, et j'y arrive pas. J'arrive plus à respirer. Je suis obligée de sortir de la chambre, et trop d'émotions, j'y arrive pas. Donc je lui demande de partir, et qu'il me laisse un petit peu de temps, qu'on va se revoir, mais qu'il faut qu'on fasse les choses tranquillement, que je viens juste d'accoucher, que je suis fatiguée et qu'il faut qu'on se donne un petit peu de temps. C'est hyper dur parce que je vois ma petite poupée qui a quelques heures, qui est toute petite en plus, qui est toute mignonne, qui a un petit visage tout doux, et je vois mon père qui est immense, qui est énorme, et qui finalement, en fait, même des années après, me fait toujours autant peur. Et je me dis que c'est pas possible, que je peux pas. En fait, là, c'est l'instinct maternel, ça y est, quoi. Il est là, et je me rends compte que, non, moi, il m'a abîmé, il a abîmé mon frère, mais il abîmera pas ma fille, c'est pas possible. J'ai peur pour ma fille, j'ai peur de le confier, et en même temps, c'est toujours paradoxal, comme toujours, en fait, dans cette relation où, à la fois, je me sens fidèle à lui, et j'ai pas non plus envie complètement de lui faire perdre son rôle de grand-père. Le jour de mes 30 ans, ça sonne à la porte, et je m'attends à ce que ce soit un livreur de fleurs, parce que j'ai un copain qui me fait toujours livrer des fleurs le jour de mon anniversaire, et je suis sûre que c'est le livreur. Et je vois un gars sur l'interphone, et il se présente, et il est huissier de justice. Il me dit qu'il est mandaté par mon père. Il nous met en procédure pour obtenir un droit sur notre fille. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il met en procédure moi et mon conjoint, mais il connaît même pas le prénom de mon conjoint, et du coup, il y a une erreur dans la procédure. Il faut refaire la lettre parce que c'est pas le bon prénom. Alors qu'ils se sont déjà rencontrés, mais il n'a pas dû prêter beaucoup d'intérêt. Il n'accepte pas de voir ma fille dans les conditions que je lui ai données, c'est-à-dire qu'il y ait une tierce personne, en l'occurrence moi. Pour quelqu'un comme mon père, avoir des conditions, c'est pas gérable. Donc là, il me met devant la justice. Il me met en procédure pour obtenir un droit sur ma fille. En fait, en France, les grands-parents ont un droit sur leurs enfants. Du coup, il est dans son bon droit que de me mettre devant la justice. Et en fait, là, c'est le gros coup de massue. Parce que là, ça fait 30 ans qu'on vit avec lui tant bien que mal, qu'on dit pas vraiment les choses, qu'on les garde pour nous, qu'on garde des apparences, quoi. Et là, je me dis que c'est pas possible, que c'est pas normal, qu'il peut pas me mettre en procès alors que moi, j'ai jamais rien dit, que c'est le monde à l'envers, en fait. Je me sens, pour moi, c'est le monde à l'envers. Je trouve ça hyper injuste. Comment il peut me mettre en procès alors qu'on lui a jamais fait de mal et qu'on l'a toujours plus ou moins protégé, en tous les cas pas dénoncé, quoi. Et là, en fait, je change mon fusil d'épaule drastiquement, c'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois de ma vie, je vais l'ouvrir. Je deviens une louve, quoi. C'est-à-dire que je me dis, il m'a brisé, il a brisé mon frère, mais il brisera pas la famille que je me construis. Donc là, c'est allé trop loin. En fait, j'aurais jamais pensé qu'il puisse me mettre en justice, quoi. C'est incroyable que quelqu'un qui nous a fait autant de mal, qui a raconté autant de mensonges, qui a été tellement violent avec nous, puisse se sentir dans son bon droit de s'occuper de ma fille. Et là, du coup, on révèle tout. Donc, je vais prendre un avocat. Et avec mon conjoint, on va réunir plein de pièces. Donc là, j'ai la chance d'avoir plein d'amis super qui viennent témoigner en ma faveur, qui produisent des écrits pour raconter tout ce qui s'est passé. À ce moment-là, je demande aussi à ma mère de témoigner. Ma mère va aller chercher les mains courantes qui ont été déposées pour menace de mort contre mon père, pour montrer le caractère dangereux de mon père. Et elle va m'expliquer aussi sa version de l'histoire à ce moment-là. Pour elle, elle a été heureuse pendant 25 ans, et à un moment donné, il a pété les plombs et il est allé trop loin, et pour elle, c'était tout. Donc je me dis que c'est sa version de l'histoire, c'est comme ça qu'elle a vécu les choses à travers son regard. Moi, mon père, j'ai toujours senti depuis toujours qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi.
Mon premier Noël, il est parti toute la nuit pour aller piller la plaque commémorative d'un jeune maghrébin qui s'était fait assassiner, et plaque qu'il a enterrée dans notre jardin familial et qui doit probablement toujours s'y trouver. J'avais juste quelques mois, il allait déjà très mal, quoi. Il gardait les articles de journaux sur le vol de cette plaque comme des trophées. Là, je regroupe tous les documents que j'ai à ma disposition. Donc, j'ai pas mal de photos et notamment, j'ai une photo qui est quand même assez révélatrice où mon père est en train de faire un salut nazi. Donc, je donne toutes ces pièces à l'avocat. Je suis pas rassurée au moment du procès parce que malgré toutes mes pièces, d'abord, c'est la première fois qu'on en parle. J'ai aucune preuve d'enfant. J'ai pas de dépôt de plainte enfant, j'ai rien de l'époque. Et surtout, mon père appartient à la franc-maçonnerie, a pas mal de relations. Moi, j'en ai pas. Et j'ai peur qu'ils connaissent des gens au niveau de la justice. En tous les cas, il m'a toujours dit ce genre de choses. Donc, encore une fois, il plane la menace que peut-être il pourra gagner et que peut-être les gens vont voir uniquement l'homme public et pas l'homme qu'il est dans l'intimité. Au retour de ces pièces, mon père abandonne la procédure. Il nie. Il me menace même de procédure en disant que c'est diffamatoire, que mes photos sont jaunies, voire truquées. Mais en tous les cas, il retire la procédure. Donc, il va me dire que c'est un grand prince, que c'est un grand seigneur, qui fait ça parce qu'il aurait anéanti nos vies, anéanti nos carrières, mais que voilà, un mot, il relance la procédure et il nous extermine. Mais bon, voilà, il arrête tout. Moi, je suis soulagée, je suis contente. Je me dis en mon fort intérieur quand même que je pense que ça a eu son petit effet, mes pièces. Mais d'un côté, je suis un peu frustrée aussi parce que je me dis, enfin, j'allais dire les choses. Et puis finalement, il m'a coupé l'herbe sur le pied parce qu'il n'y a pas eu de procédure, il s'est arrêté et fin de l'histoire. Suite à ça, il ne m'a plus jamais remis devant la justice et nous avons rompu toute relation. Maintenant, ma fille a 8 ans, elle va bien. J'ai un petit garçon aussi qui a 4 ans. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire mon petit garçon. Je crois que je me suis mis un tel stress avec mon père. J'avais toujours cette appréhension de me dire qu'il allait me remettre devant la justice. Et je suis pas sûre, mais je pense que ça a joué dans le fait que j'ai eu beaucoup de difficultés à l'avoir, ce deuxième bébé. En tous les cas, ils vont tous les deux très bien. Ils savent qu'ils ont un grand-père. Ils savent qu'ils ont un grand-père qui est très, très particulier, qui est malade, qu'il existe, mais que je le vois pas, que j'ai pris cette décision pour eux, avec leur papa, et que petit à petit, on leur donne un petit peu des infos, et en grandissant, je pense qu'ils seront à même de se faire leur propre avis. Je peux pas tout leur raconter parce qu'ils sont encore trop petits pour tout comprendre, mais je suis obligée de leur en raconter un petit peu parce que mon père me menace quand même d'un dossier qui attendrait mes enfants pour leurs 18 ans et qui leur expliquerait quelle mauvaise personne je suis et quelle mauvaise personne est mon frère également. Donc je suis quand même aussi obligée de légitimer mon histoire auprès de mes enfants pour qu'ils comprennent ce choix que j'ai fait de les priver de grand-père, qu'ils comprennent que c'est un choix d'amour aussi et qu'ils puissent après, à leur majorité, décider s'ils ont envie de reprendre contact ou pas. Ce qui me fait peur, c'est de me dire que peut-être à un moment donné, mes enfants seront ados, peut-être en rejet de mon autorité, et que c'est peut-être à ce moment-là que mon père a une carte à jouer et serait capable d'être assez séducteur et manipulateur et récupérer mes enfants. J'ai très peur de ça. Donc c'est pour ça que je suis dans ce devoir de vérité avec eux et de leur expliquer progressivement au fur et à mesure des âges notre histoire. Je fais quand même confiance à l'éducation qu'on leur donne avec mon conjoint et je me dis qu'on leur donne beaucoup d'amour et je pense aussi beaucoup de libre arbitre et que ça leur permettra certainement de se faire un avis sur la question et de ne pas être en phase avec ce genre de pensée. Pendant toutes ces années, mon conjoint, c'est mon pilier, c'est lui qui m'a aidée à traverser tous ces moments. C'est pas facile de devenir parent et en même temps de gérer un futur procès, d'avoir un beau-père qui raconte tout et n'importe quoi. Il m'a beaucoup aidée aussi à avoir cette stabilité, à avoir confiance dans la vie, à être heureuse. Et il m'a aidée progressivement à me dégager de cet attachement paternel. J'ai arrêté de chercher la fierté de mon père. J'ai tellement bataillé, j'ai tellement lutté pour essayer de le rendre fier. Ça n'a jamais marché. Même infirmière, c'était pas assez bien pour lui. De toute façon, pour lui, je suis qu'une intello, une petite gaucho. Donc, j'ai décidé de vivre ma vie et j'espère qu'il est heureux dans la sienne. Mais moi, en tous les cas, j'essaye d'être heureuse dans la mienne. Ma grande peur, c'est de reproduire le schéma. C'est de devenir quelqu'un de violent. Quand parfois je suis fatiguée, que mes enfants sont énervés, je sens que cette violence, elle existe en moi.
Les coups, les insultes dans lesquelles j'ai grandi, ils font partie de moi, ils sont dans mon sang et je me contiens et j'ai cette chance d'être entourée et de pas passer à l'acte et j'espère ne jamais le faire. Mais c'est quelque chose qui existe néanmoins et c'est mon ultime but, en fait, c'est de jamais faire ça. Par contre, ça m'a donné quand même une force de caractère dans le sens où j'ai pas peur d'aller au conflit, j'ai pas peur de l'adversité. Quand il y a des difficultés, je suis quelqu'un qui arrive à s'exprimer, je me démontre rarement dans la vie. Aujourd'hui, je me méfie beaucoup des extrêmes. Je ne crois pas aux choses qui sont blanches ou noires. J'ai tellement vécu dans des choses, qui passaient d'un extrême à un l'autre que c'est des choses qui me font peur. Ma mère, je lui en veux plus de ne pas être intervenue davantage parce qu'elle nous a protégés à sa façon. Elle nous a apporté pas mal de bons moments. Je comprends qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu comme elle pouvait. J'aurais peut-être pas fait les mêmes choix qu'elle, mais en tous les cas, je lui en veux pas. Mon père est toujours présent dans ma vie puisqu'il m'envoie toujours plein de mails. Je l'ai recroisé un jour dans la rue et je m'étais imaginé que ce jour-là, j'allais être très virulente et lui dire ces 4 vérités. Et en fait, j'avais pas pu sortir un son de ma bouche. Je vais chez un patient et je suis infirmière à domicile depuis et j'ouvre la porte d'un immeuble et en fait, c'est mon père qui sort de cet immeuble et en fait, je me retrouve à nouveau comme une enfant. Il est là, il est immense, je suis toute petite à côté. J'arrive pas à sortir un mot, j'ai les larmes qui montent, j'ai l'émotion et j'en reviens pas de ma réaction parce que je m'étais imaginé que si un jour je le croiserais, je serais très forte, que j'avais grandi, que le temps était passé et en fait, je m'aperçois face à lui que, je suis toujours, apeurée comme une petite fille. Je me barre, enfin je monte comme ça dans l'immeuble, enfin c'est un truc de fou. Ça m'étonne moi-même de me sentir, encore comme ça. Donc cette peur, n'est pas partie, totalement. Et puis surtout, aujourd'hui, il écrit, il anime des conférences, sur la laïcité, sur l'antisémitisme, sur le vivre ensemble, et je pourrais trouver ça formidable, comme métamorphose, mais venant de quelqu'un qui n'a jamais su reconnaître, ses erreurs, qui n'a jamais admis avoir été un sympathisant, néo-nazi, je peux pas croire à l'authenticité de son discours. Il est parti en Israël pour faire une école de sécurité. Donc là, c'est là qu'il s'est mis dans le truc, là, on est passé de antisémite à maintenant il adore les juifs. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quand même un peu fou. Et ça me fait rire parce qu'il me raconte même, qu'il vit, sous la protection de la communauté juive, et en totale harmonie, avec eux. Moi, j'y crois pas. En fait, je peux pas comprendre qu'on ait pu autant détester les juifs avec toutes les phrases qu'il nous a appris et passer maintenant dans une intégration totale. Pour moi, la justesse aurait été de critiquer ce qu'il avait fait, de se rendre compte que, il était peut-être allé loin, de respecter les gens tels qu'ils sont. Mais, je trouve que cette, hyper-intégration, voire même, cette réappropriation culturelle, pour moi, elle est pas neutre, donc elle est fausse. Pour moi, c'est incroyable, c'est impossible. On peut pas, pas en tous les cas, pas à se revendiquer, pas à prendre un micro et à donner des leçons aux autres. Ce que c'est la laïcité quand on avait des croix gammées chez soi. Je pense qu'on ne reprendra pas de relation ensemble, puisque reprendre une relation ensemble, ça voudrait dire faire comme si tout cela n'avait pas existé, puisqu'il ne le reconnaît pas. Il n'est pas capable simplement de demander pardon et de reconnaître les choses. Donc, pour ça, il faudrait qu'il se fasse soigner. Et ça, j'y crois pas. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 276, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner,
rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.